Bonjour à tous, bienvenue pour la 23e séance en Java. La dernière fois, on avait fait une introduction assez rapide sur les collections dans ce langage de programmation et on va aborder ensemble quelques exemples de classes que vous allez pouvoir utiliser. Je vais vous montrer un petit peu de code sur ces dernières, je vous expliquerai, notamment on passera un bon petit moment pour en parler, sur en fait on va dire les spécificités de chaque classe de collection en Java pour savoir dans quel contexte plutôt utiliser l'une que l'autre, parce que c'est généralement le genre d'erreur que l'on voit très souvent. Donc c'est bien un petit peu de partir là-dessus pour que vous sachiez que dans tel contexte, vous utiliserez plutôt telle collection et dans un autre contexte, plutôt une autre. Voilà, on va partir sur un exemple, en tout cas sur un code très simple, très basique. Peut-être même encore agrandir mon éditeur. Hop, voilà. Ça vous aurez quelque chose de suffisamment grand. Donc je vous remonte ça rapidement, très rapidement. Une simple classe cat avec un attribut name, un simple constructeur ici, et une méthode mew qui fait tout simplement afficher le nom du chat et qui le fait miauler, tout simplement. Au niveau de notre classe ici main, j'ai instancié donc au travers de trois variables, trois chats. D'accord. Nous avons donc trois chats qui existent maintenant, Todo, Poppy et Maki. À partir de là, on va pouvoir aborder ensemble tout ça. Alors, petit rappel, parce que précédemment je vous avais montré quelques schémas sur la vidéo d'introduction, ça a été mis bien sûr sur le GitHub parce que je vous en avais parlé, donc vous avez tout dans le dépôt formation vidéo ressources, /ressources/java. Et ensuite, vous trouvez notamment collection interface avec ce petit schéma que je vous avais montré. Et ce qui va être très intéressant aussi, c'est la partie collection classe, puisque vous allez retrouver un petit peu l'ensemble des classes, et une bonne partie de celles que nous allons voir, et notamment ce tableau qui vous indiquera tout un tas d'éléments qui sont spécifiques à chacune des classes. Alors, je vais résumer très rapidement, parce que comme ça m'évitera de revenir dessus, et on en parlera après par la suite. Quand on parle, il y a certaines collections qui sont ordonnées. Alors, ne pas confondre bien sûr avec une affaire de tri, d'accord, le fait de parler de données triées, mais ce sont simplement des données qui seront ordonnées, d'accord, qui seront bien organisées. Il y a certaines collections qui peuvent accepter ou non les doublons, d'accord, la présence de valeurs identiques. L'accès direct, je vais en parler par la suite, c'est le fait simplement, notamment en lecture, de pouvoir accéder à l'élément directement ou alors en effectuant un parcours pour le trouver. Le fait d'accepter ou non des valeurs nulles, ça c'est très important aussi de le savoir. Et le fait de savoir si la collection permet de travailler dans un environnement thread safe ou non. C'est-à-dire, thread safe, c'est-à-dire que c'est pour travailler dans du multithreadé, et quand ce n'est pas thread safe, c'est tout simplement sur du monothreadé, d'accord, avec un multicœur. Ok, donc ça c'est pour les différents éléments que je voulais vous donner, vous avez tout sur le GitHub si besoin, comme ça vous pourrez le consulter quand bon vous semble. Par rapport à ça, pour cette vidéo en tout cas, nous allons voir ensemble 4 des classes que je vous ai montrées, d'accord, 4 qui sont quand même assez importantes. Je vais d'ailleurs les mettre en commentaire ici, comme ça vous aurez quelques notes. Voilà. Nous allons voir ArrayList, d'accord. Nous verrons vector, on peut le mettre, on va mettre éventuellement ici. On va mettre par là-dessus, c'est pas grave. Linked list. Et nous avons un cas un peu particulier qui est stack. Stack d'ailleurs est une classe spécialisée de vector, d'accord. Stack hérite de vector, pour information. Donc ça c'est bien de le savoir aussi. Donc c'est un vector mais un peu plus spécialisé. Voilà comment ça fonctionne. Pour faire simple, ou en tout cas pour résumer un petit peu, ces 4 classes permettent de travailler avec des informations ordonnées. D'accord. Elles acceptent également les doublons, donc ça c'est bon à savoir, et elles acceptent également les valeurs nulles. Très important, parce que si plus tard vous travaillez avec des données qui pourraient éventuellement être nulles, si vous travaillez avec une collection qui ne les accepte pas, vous aurez évidemment des problèmes au niveau de votre programmation. Donc attention à ce niveau, mais là ce sont les particularités de ces 4-là. Information ordonnée, accepte les doublons, accepte les valeurs nulles. Donc ça c'est quelque chose à connaître. Pour la suite, on va de toute façon le résumer par la suite, on verra un petit peu ce qu'il en est. On y va. Donc ici j'ai 3 chats, d'accord, qu'on a instanciés là, et nous allons créer un ensemble. Souvenez-vous précédemment, on avait vu ensemble dans les premières vidéos du cours, les tableaux. Les tableaux, si vous vous souvenez, ça fera une petite piqûre de rappel, permet de stocker des informations de manière fixe. C'est-à-dire que nous avons en fait un conteneur, on peut appeler ça comme ça, ou une sorte de collection, mais on va éviter ce terme-là pour pas vous embrouiller, qui est à taille fixe. On va dire par exemple qu'on réserve 4 emplacements pour stocker, je sais pas moi, ici 4 instances de chat, de cat, et on ne pourra pas en stocker plus. D'accord. Si on veut en stocker une 5e, dommage, on avait un conteneur à taille fixe, il va falloir créer un autre conteneur à partir de là. Pour pallier à ce problème, qui n'en est pas forcément un, parce que dans certains cas ça peut être utile et même recommandé de travailler avec des conteneurs à taille fixe, on a besoin d'avoir éventuellement, ici en tout cas, une collection, donc un conteneur à taille dynamique, c'est-à-dire qui peut évoluer au fur et à mesure de l'exécution du programme. De se dire, peut-être qu'au départ on aura
3 emplacements, mais peut-être qu'au cours de l'exécution, on va pas devoir passer à 5, à 6, à 10, etc. Il faut que nous ayons un conteneur dynamique. Pour cela, il y a des classes ici, et en l'occurrence ces 4-là, qui vont implémenter l'interface list. Donc cette interface, alors pas ici, mais on va retourner sur interface, ici, d'accord, qui elle-même, comme vous voyez, hérite de collection. Très important à ce niveau-là. Donc ça, les 4 classes que je vous montre appartiennent à ça, à list. C'est celles sur lesquelles nous allons nous intéresser pour le moment. À partir de là, différents éléments vont pouvoir être utilisés. Pour faire très simple, histoire de ne pas trop vous perdre à ce niveau-là, ArrayList, vous pouvez le voir comme les tableaux, d'accord, ce sont les tableaux, mais dynamiques en Java, d'accord, pour faire très simple. C'est tout simplement comme ça que ça fonctionne. Ça reprend notamment pas mal de propriétés, comme l'accès direct, ce genre de choses, comme je vous l'avais d'ailleurs un petit peu indiqué. En exemple assez similaire, nous avons Vector, mais Vector va permettre de travailler dans un environnement multithread, c'est-à-dire qu'il est thread safe. Donc ici, on va avoir du monothread, et ici on va avoir du multithread. D'accord? Très important. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que nous allons avoir pour ces deux-là un accès direct aux informations. Comme je vous ai dit, ils sont similaires, ils sont assez similaires, simplement qu'on va avoir ici une distinction entre ça, finalement. Donc quelqu'un on utilise l'un ou l'autre. D'accord? Si on est sur du monothreadé, on va plutôt utiliser une ArrayList, sinon on utilisera un vector. Donc évitez d'utiliser un vector dans un programme quelconque, et je pense qu'en majorité de toute façon vous allez être sur de l'environnement monothread, sinon vous allez tout simplement perdre en performance. Donc vous allez plutôt travailler là-dessus. Ça c'est à savoir. Ici nous n'avons pas d'accès en direct, et au niveau de la stack non plus. C'est-à-dire pour chercher une information, il va falloir parcourir le conteneur, parcourir la collection, jusqu'à trouver la valeur que nous voulons lire. D'accord? C'est pas un accès direct avec un indice comme on a dans les tableaux. Donc ça c'est des informations à prendre en compte. Pour la suite, on va de toute façon faire au fur et à mesure, et je compléterai un petit peu au niveau des commentaires pour vous donner de plus amples informations sur ces différentes classes. On va commencer par une array, donc je vais faire en fait ici en gros un tableau, d'accord, un simple tableau en fait dynamique pour pouvoir stocker ici les chats. On va mettre directement ici. Hop. Vous allez indiquer le nom de la classe. Comme c'est une classe particulière qui n'est pas présente de base, il faut l'importer. Donc c'est généralement dans java.util, il y a beaucoup de choses dans les classes utilitaires de Java. Ici, on va mettre directement ArrayList. Encore une fois, je vous ai donné l'habitude d'importer que le strict nécessaire pour vos programmes. Voilà, on pourrait très bien, encore une fois, faire un point étoile, mais ça veut dire qu'on importe absolument tout. Personnellement, je préfère d'importer seulement ce dont on a besoin. Et en plus, ça permet de voir directement le nom de manière plus explicite et d'identifier facilement ce que l'on a importé ou non au niveau de notre programme. Je trouve personnellement que c'est beaucoup plus lisible comme ça, beaucoup plus clair. À partir de là, nous allons devoir indiquer entre chevrons le type de données que nous allons pouvoir stocker là-dedans. Et là, c'est un cas aussi d'erreur assez fréquent qu'on retrouve en Java, puisque vous n'allez pas pouvoir utiliser des types primitifs. Rappelez-vous, les types primitifs, ce sont int, float, double, etc., etc. Tous ceux qui s'écrivent notamment tout en minuscules, d'accord? Ce type primitif ne fonctionne pas. Vous devrez automatiquement travailler avec les classes correspondantes si besoin. On peut travailler avec ça, on peut travailler avec boolean, avec integer, pourquoi pas avec string. On peut parfaitement faire une ArrayList de chaîne de caractères. Et nous, c'est l'intérêt de la vidéo ici, c'est de faire ça au niveau de nos chats, d'accord? On met un nom, donc je vais appeler ça un groupe, et on va faire new ArrayList, cat, parenthèse, parenthèse. Aussi au niveau de notre constructeur, on indique ici aucun argument. Vous verrez que pour certaines classes, il y a un argument qui peut être assez intéressant à utiliser au niveau de l'appel au constructeur. Mais on abordera, je suis en fait c'est ici directement qu'on va pouvoir le voir. Je confondais avec linked-list, mais justement, ArrayList, on va pouvoir passer un argument éventuellement. Au niveau des collections, il va y avoir deux informations à prendre en compte qui sont très importantes. Vous allez avoir la capacité qui finalement se distingue de la taille. La capacité, c'est le nombre d'emplacements, on va dire d'emplacements disponibles pour votre collection. D'accord? Par exemple, si je fais ça, j'indique ici que je crée une ArrayList qui possède une capacité de 5, qui va pouvoir accepter finalement 5 chats. Mais n'oubliez pas, ce sont des collections dynamiques. Ça veut dire que si à un moment donné j'en ai déjà 5 et que je vais en ajouter un 6e, automatiquement ça va fonctionner, d'accord? C'est dynamique. C'est-à-dire que la machine virtuelle va avoir pour allouer un espace supplémentaire pour pouvoir ajouter le nouveau chat. Mais automatiquement, comme il y a une nouvelle allocation à faire, il y a des traitements supplémentaires. Là où il est intéressant, parfois en tout cas, de préciser la capacité au départ au niveau du constructeur,
Ça va être tout simplement au cas par cas. Admettons ici que vous savez, d'accord, au niveau de l'exécution de votre programme, qu'ici votre groupe, il sera au minimum de 10. C'est-à-dire que vous savez qu'au minimum, il y aura forcément 10 chats à stocker. Eh bien, ce sera plus intéressant de faire ceci. Tout simplement parce que vous allez éviter des traitements supplémentaires inutiles. Si vous ne mettez rien, ça va prendre une taille par défaut, ça peut prendre 1, ce genre de choses. Et dès que vous allez vouloir ajouter le deuxième, ça va faire une allocation supplémentaire, le troisième, une allocation supplémentaire, etc., etc. On va rajouter en fait des traitements supplémentaires pour de l'allocation qui vont permettre d'agrandir la capacité de notre collection. Alors que dès le départ, on aurait pu dire, bon, on sait qu'il y en aura au moins 10, donc on peut faire ça. D'accord? Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc attention, la capacité, c'est toujours évidemment supérieur. Alors je vais mettre plutôt dans l'inverse, ce sera mieux. La taille est toujours inférieure ou égale à la capacité. Ok? La taille, c'est le nombre d'éléments que vous avez effectivement dans votre collection. La capacité, c'est le nombre d'emplacements qu'elle peut accepter au maximum. D'accord? Donc là, quand on aura ajouté ces trois-là, la taille, ce sera 3, la capacité, ce sera 10. Si on prend cet exemple ici. Voilà. Donc je vais enlever ça. Hop. Et nous allons les ajouter. À partir de là, comme on travaille sur notre interface de liste, ArrayList implémente l'interface list, on va avoir accès à tout un tas de méthodes, et la méthode pour ces collections-là, qui implémente list, c'est la méthode add. Donc c'est très facile à faire. On fait group.add, on fait comme ceci par exemple. C'est deux. Alors j'aurais même pu faire une boucle, éventuellement, mais bon, voilà, histoire que vous compreniez bien. On ajoute les trois éléments. Et après, comme on a déjà vu comment faire dans les séances précédentes, une petite boucle for each. Donc on va faire chat sur groupe. Et ici, normalement, je crois que c'est directement une... Ouais, ça print directement. On va dire que pour chaque chat, on appelle la méthode qui va bien. Voilà, j'espère que jusque-là, vous avez bien pigé le principe. C'est vraiment très très simple. Normalement, là, vous ne devez pas être perdu. Si vous ne comprenez pas l'usage, les instantiations, l'usage des méthodes, etc., la boucle for each, c'est que vous avez beaucoup de choses à revoir sur les vidéos précédentes. On y va. On fait une petite compilation. Et là, vous voyez que chacun des chats, d'accord, todo poppy maki, effectivement, ça appelle bien la méthode, ça fonctionne. Ok, pas de problème à ce niveau-là. Donc ça, très très pratique au niveau de ces informations. Ce qui est génial, et c'est là tout l'intérêt, encore une fois, de toujours pareil, des classes, du polymorphisme, des interfaces, tout ça, et que Java utilise à foison. Il y a beaucoup de classes, beaucoup d'interfaces qui sont utilisées, implémentées, etc. pour pouvoir rendre le code le plus simple possible. C'est-à-dire qu'on travaille finalement toujours au niveau des interfaces. D'ailleurs ici j'ai mis already, j'aurais pu carrément passer par un autre nom, un nom beaucoup plus abstrait, pardon, pour faire ce genre de choses et préciser un peu plus au niveau du constructeur. Mais bon, ça c'est un détail, c'est pas tellement de problème. L'avantage ici, c'est qu'on va pouvoir faire tout un tas de choses. Comme on implémente la même interface, on sait automatiquement que tout ce qui implémente cette interface de liste possède les méthodes de cette interface, d'accord, qui sont marquées, c'est comme un contraint, rappelez-vous les interfaces, qui disent voilà, si tu implémentes telle interface, tu as forcément toutes ces méthodes qui sont implémentées de cette interface. Donc ici, si admettons, là je passe bientôt sur un environnement multithread, d'accord, je suis sur un environnement en multithread, et ici je vais simplement remplacer, évidemment on change ça, ma ArrayList par vector. Et ce qui est bien, petite recompilation, ça fonctionne. Vous voyez que je n'ai pas touché au reste du code, c'est les mêmes méthodes, tout pareil, d'accord, c'est juste évidemment le nom de la classe qui change, mais c'est le même fonctionnement. Et c'est pour ça, souvent d'ailleurs, que les débutants, les gens qui débutent, etc., se mélangent parce que se disent, je comprends pas en fait, parce que finalement, pour eux, ils voient que ces deux classes sont la même chose et font la même chose. Donc ils se disent, au final, ils ont fait une classe de trop en Java. Non, ils n'ont pas fait de classe en trop. Elles ont chacune leur spécificité et il faut les connaître. Là, c'est du monothread, là, c'est pour du multithread. D'accord? Donc là, moi, dans mon cas, je suis en monothread, donc évidemment, utiliser un vector ici, vraiment pas une bonne idée. D'accord? Donc on revient sur ArrayList. Ok, donc ça c'est très simple. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, très rapidement, je vais aller assez vite. Donc ça, ce que je vais vous montrer, c'est pour tous ces éléments comme ça, notamment en accès direct, c'est-à-dire ArrayList et vector, on peut afficher un élément en particulier. Une fois qu'on a ajouté tout ça, je peux par exemple me dire system.out println, me faire un groupe.get et tu m'affiches par exemple l'élément à l'indice 0. Alors ça va afficher une chose un peu bizarre, comme on avait déjà vu précédemment, souvenez-vous, ça a marqué cat, arrobase et une adresse. Java main, et voilà, vous voyez, cat, arrobase, etc.
Donc il a bien accédé à l'élément. D'où, encore une fois, ce fameux accès direct. On met un index, comme les tableaux qu'on avait vu, les tableaux à taille fixe qu'on a vu précédemment, on accède à l'élément rapidement. Pas de parcours à faire, voilà. On demande d'accéder directement à cet index. C'est un appel direct, c'est très très rapide et c'est vraiment fait pour ça. C'est aussi ce côté important, c'est que cette fameuse ArrayList est justement optimisée pour de la lecture. D'accord? Et ça, il faut vraiment y prêter attention. Donc, je vais le noter ici. Et si vous avez bien compris, c'est la même chose bien sûr pour Vector, puisque c'est de l'accès direct. Forcément, à contrario, on n'aura pas la même chose ici. Ces deux-là n'étant pas en accès direct, ils ne sont absolument pas optimisés pour de la lecture. Par contre, on va le voir un petit peu ici, elle est optimisée notamment pour les écritures. Bon, je vais mettre plutôt insertion rapide, ce sera plus logique. Voilà, et stack, on va en parler un petit peu, c'est un cas particulier. Voilà, qu'est-ce qu'on a comme méthode aussi, ce que je vous en avais montré plein. On a la méthode remove où on peut retirer des éléments. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va remettre ce que j'avais tout à l'heure. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai viré des choses que j'aurais peut-être pas dû. Après, au niveau du parcours, je vais vous montrer quelque chose aussi. Là, on va rester sur quelque chose d'assez simple que vous saviez faire déjà. C'est point mais où? C'était ça. Hop. Et ici, on va enlever un élément. Pareil, comme c'est pour de l'accès, si on fait remove 1, normalement c'est censé enlever Poppy, je crois. Donc un rip Poppy. Voilà, Java main. Voilà, premier affichage. Ok, et la Poppy a disparu. Désolé, un Poppy, mais vous inquiétez pas, il va bien. On l'a appelé tout à l'heure, il va bien. Voilà, on a pas mal de méthodes comme ça, et je vous invite comme toujours, parce que je peux évidemment pas tout vous énumérer, et surtout que ça servira à rien, de vous énumérer tout ce qui existe comme méthode, etc., qui sont issues de la documentation. Vous avez une documentation Java et vous allez retrouver tout un tas de méthodes qui sont disponibles. Qu'est-ce qu'on peut éventuellement... Oui, après il y a des méthodes, voilà, par exemple pour récupérer l'index, on peut dire tiens, à quel index est situé lui, etc. Bref, on a plein de méthodes qui sont utiles à ce niveau-là. Vous avez toutes les méthodes bien sûr qui sont assez génériques, c'est-à-dire propres à ces 4 classes. Donc notamment add, ça vous allez le retrouver. Add all, c'est par exemple, alors je vais vous les indiquer très rapidement parce qu'on va pas toutes les voir, add, surtout que j'en avais abordé quelques-unes dans la vidéo d'introduction précédente. Donc ça c'est pour ajouter un élément précis. Add all, si vous voulez carrément ajouter toute une collection dans une autre, voilà, si vous avez plusieurs collections, vous voulez les fusionner, etc. Ça peut être pas mal pratique. Remove, bien sûr, qui est évidemment générique, c'est-à-dire propre à ces 4 classes qu'on retrouve dans les 4. Et pas mal d'autres choses, un clear qui permet d'effacer, etc. D'ailleurs, si je fais ici un clear, voilà, là je vais essayer d'effacer quelque chose qui n'existe plus. Voilà, pas de problème à ce niveau-là. Pareil, petite parenthèse, parce que vous voyez que les vidéos, forcément, sont de plus en plus longues par rapport à mesure qu'on avance dans les notions. Je ne fais pas forcément, surtout dans ces vidéos-là, vérification de tout ce qui se passe. Mais comme je vous l'ai expliqué sur la vidéo, notamment sur les exceptions, je vous ai dit, à partir du moment où vous manipulez des classes, n'importe quoi en fait, notamment des appels de méthode qui peuvent éventuellement déclencher des exceptions, et ça, le seul moyen de le savoir, c'est pas de le deviner, c'est encore une fois de se renseigner au niveau de la documentation. Vous mettez ça, vous isolez ça dans un bloc try-catch, pour justement traiter les erreurs éventuelles qui pourraient se produire. Donc là, moi évidemment, il n'y a aucun bloc try-catch qui a été fait là, mais il faudra le faire. Parce que si par exemple j'essaie de retirer un élément qui n'existe pas, automatiquement, on se doute bien que ça va pas le faire, quoi. Voilà, si je dis retire-moi l'élément d'indice 10, je sais qu'il n'y a pas d'élément d'indice 10, parce qu'on n'a pas autant de choses. Et là forcément on a une grosse exception qui a été générée qui n'est absolument pas traitée. Donc attention, même si vous voyez que je ne le fais pas en vidéo parce que ça rallongerait énormément, tout ce que je vous ai dit précédemment, d'accord, sur les choses à faire, etc., eh bien c'est pas parce qu'on aborde d'autres notions que voilà, ça n'est plus à appliquer. Évidemment, ça c'est toujours le cas. Quand vous travaillez notamment ici avec du code de différentes interfaces de classe de Java, s'il y a possibilité que des exceptions soient générées, il faut les prendre en compte et les traiter. Donc minimum c'est un bloc try-catch sur la capture de exception, vraiment la plus globale si vous voulez. Et bien sûr dans le meilleur des cas de faire des choses beaucoup plus précises, d'affiner un petit peu les exceptions que vous capturez. Donc ça c'est à vous de le faire bien sûr sur vos vrais programmes, et de ne pas vous contenter de faire des appels de méthode, on vérifie rien du tout. D'accord? Donc attention à ça. Qu'est-ce qu'on
peu. Après, bon, il y a plein de méthodes que je peux vous. Après, bon, je vous le dis plus, hein, plus que vous le montrez, parce qu'encore une fois, il y a plein de choses. Vous avez par exemple des méthodes pour transformer une collection en tableau, hein, c'est-à-dire en array à taille fixe, hein, en Java, ou l'inverse. Hein. On peut passer d'un tableau à taille fixe à une collection. Donc, il y a pas mal de choses comme ça, hein, to array et autres. On a size. Ça va être pas mal utile, notamment si par exemple je faisais, bon là pour le coup, une boucle. Bah non, en fait, on va faire regarder. On a combien là? On va pas l'ajouter lui. Hop. Pas de 3. On va faire genre capacité de 5. On ajoute 2 éléments. Voilà, c'est ça que je cherchais à faire. Et on peut faire system.out println. Alors capacité. Là, ce qui est bien, c'est que les noms sont quand même suffisamment clairs. Capacity, ouais, on peut pas faire plus simple, plus explicite. C'est quand même plutôt bien choisi au niveau des nommages, donc on s'y retrouve bien. Et l'avantage, bah, comme vous avez vu, c'est que vous allez retrouver en fait le même nommage bah, d'une collection à l'autre. Donc ça, c'est quand même bien pratique. Et là, c'est size, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, ça va pas être capacity. Pourtant, je suis bien sur une array list. Ça devrait fonctionner. J'ai pas lu non plus. Ah, c'est peut-être juste sur vector. Attendez, vérifie ça. Ça me. Ça peut arriver, hein, ça fait des fois un petit doute. Peut-être sur vector capacity, peut-être pas sur. Effectivement, ouais, bah comme quoi. Voilà, vous voyez capacité de 5, taille de 2. Ok. Donc ça c'est important. Mais bon, je vous confirme quand même dans tous les cas que vector, pas oui c'est ça, vector et arraylist hein, sont les deux éléments où vous pouvez mettre une capacité ici au niveau du constructeur. Vous pouvez passer ça, ce qui ne sera pas le cas pour linked list et stack. Notamment donc ici les collections que l'on parcourt. Ok, donc ça je mettrai, il faut, vous comprendrez pourquoi. Voilà, alors j'essaie de passer en revue un petit peu ce qui peut être intéressant. Après, évidemment, on peut trier, mais bon, le tri, je vais peut-être le garder. On en parlera surtout bien en détail. Vous retrouvez ça en annexe hein, dans les tutos, parce qu'il y a pas mal de choses à aborder concernant le tri. Ça fait également appel à des interfaces qui sont implémentées. Donc on en parlera. Après, vous avez une méthode hein, qui fait un tri naturel, hein, qui est sort. Et ça, éventuellement, je peux vous le montrer. Admettons, pour trier les différents éléments. Parce que là, on a quoi? Des chaînes de caractères, ouais, donc on peut. Ça va être trié là-dessus. Ça va faire un tri naturel. Vous faites un petit import java.util.collections avec un S, d'accord. Et ici, on fait un petit collections.sort. Et voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à vous montrer, mine de rien, sur cette vidéo. Hein. En une seule vidéo, là, il y a énormément de choses à aborder. Ça devient, voilà, ça devient assez complet. Il y a énormément d'informations. Donc j'essaye de vous en passer un maximum sans pour autant non plus vous noyer dans les méthodes, etc. différentes, puisqu'il en existe par dizaines. Et ça ne serait pas forcément d'ailleurs utile de toutes les énumérer. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah oui, parce que forcément maintenant on change, oui, on change 15 000 fois aussi. On va refaire les choses proprement. On va reprendre ce qu'on avait au début. Je regarde un peu, array list. Ok, on vire l'histoire de capacité, on s'en fiche. Ok, nanana, c'est un C2, C3, petit group. Il faut quand même pas que j'importe, faut que j'importe aussi. Peut-être que j'importe le comparateur aussi. Non, il me semble bien que ça n'avait rien à voir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Attendez, par contre, est-ce qu'il me les a pas... Il faudra faire ça sur une liste chaînée. Non, il les a bien gardé comme ça. Ah bah oui, c'est normal, oui, c'est normal. Parfaitement, vous inquiétez pas, désolé, je suis pas
je suis fatigué. C'est parce qu'on est sur oui, les chats, il sait absolument pas comment trier des chats. Hein. On lui a pas dit comment trier des chats. Donc ça justement, on réservera cette partie-là concernant les, comme je dis, en annexe au niveau des tutos, parce qu'il faudra bien faire une vidéo complète, ne serait-ce que sur la comparaison d'objets en Java. Donc vous oubliez ce que je viens de faire jusque-là. Par contre, ce qu'on va faire, ici, juste le temps de, on va créer, voilà, un ensemble de chaînes. Et on va faire, alors je vais mettre du coup C, on va pas changer les noms pour éviter de rajouter. Voilà, que vous voyez un petit peu que le tri se fait bien. Voilà. Parce qu'après il faut passer par l'interface comparator, enfin il y a tout un tas de choses. Et ça ferait trop de choses à voir en une seule vidéo, donc je préfère vous garder ça dans une annexe, qu'on ait une vidéo complète, ne serait-ce que sur le sujet. Parce que c'est pareil, c'est souvent très problématique. Et là évidemment nous n'avons plus de chats, mais des chaînes. Et les chaînes, bon, on n'a plus qu'à faire un system.out println de C. Voilà, et vous voyez que on a inséré d'abord C, ensuite A, ensuite B, et avec collections.sort, on a opéré donc un tri naturel. Donc là c'est simple, hein, Java sait faire un tri sur des chaînes de caractères de manière lexicographique, et il nous trie ça, comme vous voyez ici en tout cas visuellement, par ordre alphabétique. Bon, pas de problème à ce niveau-là. D'ailleurs, est-ce que... Ça c'est la petite curiosité, parce que selon les langages, des fois le comportement n'est pas forcément le même. C'est bien ça, c'est lexico, ok. Très bien. Donc ça, on reviendra dessus, vous inquiétez pas, si vraiment vous avez besoin de faire du tri, vous trouverez, alors c'est pas encore le cas au moment où je fais cette vidéo, mais il y aura une vidéo bien sûr en tutoriel sur tout ce qui est comparaison d'objets en Java, pour notamment effectuer du tri, parce que ça demande tout un tas de vérifications pour des types particuliers. Ok, donc comme vous l'avez vu, ArrayList, très pratique, vector pour la lecture, et en gros voilà, si pour faire simple, après évidemment avec la pratique, l'expérience, hein, vos choix seront peut-être un peu plus, on va dire, réfléchis, mais au départ, quand on ne sait pas trop quoi choisir, si on est dans, on va dire, dans un besoin d'avoir faire beaucoup de lectures, d'accord, beaucoup de lectures de données, le choix va se faire principalement, hein, pour tout ce qui est issu de l'interface list, entre ces deux classes. Et après, si vous êtes dans un environnement multithread, vous choisissez Vector. Si c'est du monothread, vous choisissez ArrayList. Logiquement, là, vous ne pouvez pas vous tromper. Le choix est vite fait. Pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, s'il n'y a pas forcément besoin de faire beaucoup de lectures, mais qu'il y a besoin de faire beaucoup d'insertions, c'est là que la liste chaînée entre en jeu et qu'elle se montre évidemment beaucoup plus efficace à ce niveau-là. Alors pourquoi? On va simplement regarder ça. Je vous avais montré la méthode get aussi, hein, oui, pour accéder à un élément. Inutile de préciser que get, on évitera sur une liste chaînée, tout simplement parce que on va devoir parcourir tout un tas de choses. Donc on va éventuellement chercher un élément bien précis. Mais on verra de toute façon. C'est surtout qu'en fait, selon l'environnement, utiliser get, pas forcément idéal, on va dire. Donc utiliser get pour parcourir, c'est peut-être pas le mieux et vous allez comprendre pourquoi. Alors qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Faut qu'on parle aussi des itérateurs dans cette vidéo, parce qu'il faut qu'on l'aborde maintenant. Je peux pas trop vous faire attendre avec ça, parce que plus on va attendre et plus ça va être compliqué. Donc il va falloir qu'on l'aborde là. Bon, ça fera une vidéo un peu longue, mais de toute façon, c'est important et on veut pas passer à côté de certaines choses essentielles. Ok. On va faire ça. On va virer cette partie-là. Liste chaînée. Ça, faut quand même en parler un petit peu, on peut pas passer à côté non plus. Et on terminera rapidement sur la pile à la fin. Là, ce sera assez court. Des petits chats. Hop. Donc on est reparti. Hein. C'était quoi? On va mettre pilou, hein, peu importe les noms. Ah, c'était pas pilote, mais voilà. Ok. C1, C2, C3. Ça, on vire. Je revérifie que ça recompile parce que on a tellement modifié de choses. Alors, je vais un peu vite là, mais bon, il n'y a rien de nouveau. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il y a quelque chose qui était en string encore. Obscur. Ok, on est revenu au point de départ, sauf qu'on a remplacé par une liste chaînée. La liste chaînée, comme je vous l'ai indiqué, c'est évidemment tout son intérêt, ce sont les insertions rapides, d'accord?
très très rapide à ce niveau-là, puisqu'elle est faite pour ça. Il faut la voir, hein, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une liste chaînée. En gros, c'est un ensemble, imaginez une chaîne. Vous savez, une chaîne par exemple de vélo, n'importe quoi, vous avez plusieurs maillons. Donc l'avantage, c'est qu'on peut finalement séparer deux maillons entre n'importe quel endroit. D'accord ? On peut ajouter des éléments au début, à la fin de cette chaîne, et carrément au plein milieu, à n'importe quel endroit en fait. Voilà, on coupe simplement deux maillons, et on ajoute un nouveau maillon entre ces deux-là, qu'on vient de couper. Et on peut comme ça insérer un nouvel élément. Donc c'est pour ça que les insertions sont très rapides à ce niveau-là. Là où pour une ArrayList ou un vector, il faudrait pour le coup faire un parcours d'éléments en fonction et puis de faire des décalages en fait de valeurs, etc. dans la collection. Et éventuellement peut-être, et sûrement d'ailleurs, une réallocation mémoire pour pouvoir avoir un espace supplémentaire pour l'insertion. Bref, c'est pas forcément le plus optimisé, ArrayList et vector, pour faire de l'insertion de données. Donc si vous devez faire beaucoup d'insertions et qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup de lecture, évidemment, travaillez plutôt avec une liste chaînée. Ça c'est beaucoup la partie qui sera la plus intéressante. À partir de là, alors, on peut encore, on réexécute à nouveau. Vous voyez que ça fonctionne. Hein, j'ai pas changé, c'est le même code que tout à l'heure. Hein, c'est encore add, la même boucle. Vous voyez que l'avantage, on a juste finalement changé ça et le code fonctionne. Encore une fois, le fait que ça implémente l'interface list permet en fait, au travers de 4 classes différentes, d'utiliser les mêmes méthodes, de travailler un peu de la même manière. Sauf que évidemment, ces classes ont des spécificités différentes. Donc ça nous fait gagner un temps considérable et c'est super important. Là où ça va être utile, et après on abordera, donc là on terminera avec ça, mais avant on parlera des itérateurs, vous allez comprendre pourquoi, parce que ça va être quand même important de l'aborder, c'est très puissant on va dire à ce niveau-là. Au niveau de la liste chaînée, puisque c'est finalement une collection un peu particulière, on va avoir accès à certaines méthodes qui pour le coup vont pas mal nous servir. On va pouvoir notamment, parce que là finalement on fait add, c'est-à-dire on ajoute les éléments tels quels, de dire moi je vais ajouter l'élément au début de la liste. D'accord, c'est-à-dire que finalement je fais ça. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un... Oui, ça va vite dès qu'on fait, on va trop vite. Parce que je veux pas non plus que la vidéo dure 2 heures. Voilà. Et là, ils sont ajoutés dans cet ordre-là. D'accord? Donc, plutôt pas mal. Ok. Donc, vous voyez, on a ajouté To Do en premier. Comme on a dit qu'on ajoutait en premier, ensuite, Pilou, il a été mis devant To Do. Et ensuite, Poppy, qui était le dernier, inséré, mais en passant par le devant, en fait, de la liste, et bien, se retrouve à être le premier. Voilà. On a également add last qui existe, mais bon, on a toujours add. Add, vous savez que c'est la méthode générique, mais si vous voulez utiliser une méthode spécifique à la liste chaînée, vous avez add first, add last, etc. On a également la même chose pour remove, remove first, remove last. Bref, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est très simple à utiliser. Et pour get, pareil. Si vous voulez accéder au premier élément ou au dernier, si vous faites un get first, d'accord, pour avoir le premier élément ou get last, ça va très vite. Parce qu'automatiquement, on a un pointeur direct qui arrive dessus, donc ça va très vite à ce niveau-là. Donc ça, c'est des méthodes qui permettent de travailler rapidement et qui sont conçues pour ça. Maintenant, comme on va avoir très certainement besoin à tout moment, notamment ici, de faire du parcours, on va optimiser un petit peu ça. Alors ce que je vais vous montrer ici n'est pas propre qu'à la liste chaînée. Ça fonctionne pour n'importe quelle collection et vous allez même dans les prochaines vidéos, quand on abordera d'autres collections de Java, on pourra parfaitement utiliser ces exemples-là aussi. Il existe, pour cette interface list, la possibilité d'utiliser notamment un list itérateur. Alors évidemment, vous ne savez pas ce que c'est un itérateur. Un itérateur, il va tout simplement nous permettre de parcourir ici une collection. C'est-à-dire qu'on a un conteneur qui contient des informations et on va lui permettre en fait de parcourir ces éléments. Pour ceux qui viennent d'autres langages, vous pouvez voir ça un petit peu comme un pointeur ou un curseur. Si vous faites de la base de données, vous avez certainement entendu parler des curseurs. C'est un petit peu le même principe. On va avoir un élément, on va lui dire par exemple de se fixer sur notre collection, ici en l'occurrence, et il va pouvoir par exemple se fixer dès le premier élément de la collection. Il va pouvoir se déplacer là-dedans, il va pouvoir ensuite indiquer l'élément que l'on veut, vérifier s'il existe des éléments après, etc. Bref, un itérateur est parfaitement conçu pour le parcours ici dans une collection et vraiment optimisé pour cela. Donc on va préférer utiliser un itérateur plutôt que de faire cette fameuse boucle for each qu'on faisait jusqu'à présent ici pour les collections. Ici, on a un cas particulier. Alors, on pourrait utiliser un itérateur générique qui est tout simplement Iterator. Nous, comme on travaille sur des classes qui implémentent la classe list, l'interface, list, que je ne dise pas de bêtises, on va utiliser un list Iterator. Il est vraiment conçu, optimisé pour ça, donc autant en profiter. Donc, on y va. Déjà, on n'oublie pas de l'importer. Iterator. Voilà.
on fait ça. On va le créer ici, hein, voilà. Là, il y a différentes informations à prendre en compte. Déjà, le type. Donc moi, c'est un itérateur sur chat. Ok, puisqu'on va travailler sur là-dessus. On va l'appeler lit, hein, comme list iterator. Et ce qu'on va faire, comme il est affixé sur une collection, bah notre collection c'est group, on fait ça, point. Et là, attention, il ne faut pas se grouiller dans les minuscules, majuscules. Là, c'est l'appel à une méthode, donc il n'y a pas de L majuscule ici au début. Ne confondez pas avec un appel à une classe. Iterator. Voilà. Et là, c'est bon. Nous avons notre itérateur sur notre collection group, qui est, je rappelle, une liste chaînée. Et ça, on va pouvoir changer cette partie-là. D'accord? Notamment, bon, en l'occurrence, ça. Pour le faire, c'est vraiment très très simple à ce niveau-là. On va vérifier déjà s'il existe un autre élément. Donc on va faire simplement lit.asNext. D'accord? Voilà, si l'itérateur trouve un élément suivant, et si c'est le cas, eh bien on le fait. Donc c'est alors c'est pas non, c'est pas c'est sur l'itérateur, hein, donc lit.next. Ok. Et ici, bah, à partir de là, on a notre instance de chat. C'est pour ça qu'attention, pas vous tromper, encore une fois, on ne travaille pas sur des simples chaînes de caractères ou autres, on travaille ici sur des instances. Donc si je fais ça, bon bah au pire, on va faire par état d'ailleurs, on va pas aller trop vite. Hein. Et c'est next comme ça, parce que c'est une méthode. On va faire ça comme ça. En plus, si j'ai fait des erreurs dans le code, au moins, voilà, j'ai peut-être fait des bêtises, je pense pas, mais on sait jamais. Voilà, vous voyez qu'on récupère bien notre instance de chat. Et à partir de là, bah on appelle la petite méthode mais où, comme j'avais fait spécialement. Et c'est bon. Et là, il n'est pas content. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, parce que je le fais dans un println, alors que ça fait déjà un println. Et voilà, Poppy. D'accord? Évidemment, c'est pas un if. Je sais pas pourquoi j'ai dit if, mais c'est un while, hein, c'est une boucle. Et voilà, nous avons notre parcours, donc hein, ça fait le même résultat, hein, mais nous passons par un list itérator, beaucoup plus optimisé, bien plus pratique. Alors on peut faire plein d'autres choses avec les itérateurs, mais gardez voilà, en tête, principalement c'est fait pour ça, pour parcourir ici en Java notamment des collections. D'accord, on a plusieurs éléments, on va pouvoir les parcourir de manière optimisée, tel un curseur, tel un pointeur. Bref, vous pouvez employer un petit peu les noms que vous voulez, mais faites attention, surtout qu'en informatique ou même dans d'autres langages, on différencie bien chacun. Donc là, c'est un itérateur et ça sert à ça. Et vous allez peut-être en manipuler si vous faites d'autres langages de programmation. Donc très pratique, très optimisé, très rapide, très puissant, vraiment fait pour ça. Un petit list itérator, encore une fois sur le type d'élément que c'est relié à ça. Et là, vous passez directement votre collection et vous appelez la méthode list itérator. D'accord? Et voilà. Et à partir de là, vous avez deux méthodes à connaître vraiment, asNext et next. Ok. Qu'est-ce que j'aurais pu, oui, éventuellement vous montrer d'ailleurs vite fait, avant de passer à et terminer la vidéo avec la stack. List itérator. Ceux qui voudraient chercher, on n'a pas du ici. Java 11, c'est quand même pas mal. Oui, très bien. Voilà, vous voyez, on retrouve tout un tas d'éléments, as next, donc ça c'est ce qui nous intéressait, next, etc. Previous, remove, etc. Donc attention par contre, hein, faites attention de ne pas faire n'importe quoi au niveau de l'itérateur, parce que ça fonctionne par itération. D'accord, on est dans des itérations dans une boucle. Donc attention, vous n'amenez pas à supprimer des choses n'importe comment, etc. Vous allez avoir des erreurs. En tout cas, après vous pouvez toujours tester, hein, faire des tests, manipuler un peu les itérateurs pour voir un peu comment que ça se passe, comment que ça se comporte. Mais vous verrez un petit peu certaines choses. Et de toute manière, on aura l'occasion de les aborder bien encore par la suite. Donc c'est la première, mais c'est pas la dernière fois que nous les utilisons au niveau du cours et en tout cas au niveau du code que je vous montre. Voilà. Est-ce que je vous ai tout dit à ce niveau-là? Oui. Et on va terminer enfin très rapidement avec ce conteneur, cette collection un petit peu particulière, qui est une collection sous forme de piles. Pareil, si vous n'avez jamais programmé de piles ou fait des piles dans un autre langage de programmation, c'est tout simplement une structure assez particulière qui dit qu'on ne peut insérer des éléments donc qu'au début en fait, c'est-à-dire qu'on insère des éléments par le haut, on peut l'imaginer comme une pile d'assiettes, hein, d'accord, si vous voulez vous représenter ça visuellement. Donc forcément, si on veut ajouter une assiette à la pile, on l'ajoute par en haut,
pas par en bas, ou alors on est vraiment, bon, on adore les paris risqués. Et si on veut retirer une assiette, on retire par le haut. Donc on parle de structure en LIFO, c'est-à-dire last in, first out. Le dernier élément qui est inséré sera le premier élément qui sera retiré. Voilà, donc si vous avez besoin vraiment de ce genre de structure, vous pouvez utiliser une stack. Ok, c'est vraiment fait pour ça. Stack et thread safe, d'accord, comme vector, même chose. Voilà, donc c'est une information à connaître. C'est également, comme les trois autres, des données qui sont ordonnées, qui acceptent les doublons, qui acceptent les valeurs nulles, pas de problème. Je peux très bien, par exemple ici, faire un nul. Voilà, elle accepte sans problème ces quatre-là. Donc pas de souci à ce niveau-là. Ok. Stack, comment on va pouvoir présenter ça? Parce qu'on va montrer vite fait quelques méthodes, parce que c'est quand même intéressant de le voir. On remplace tout. On a créé différents chats. Alors ici, on a des méthodes particulières, parce qu'on n'ajoute pas n'importe comment. Si vous voulez ajouter un élément, c'est la méthode push. Si vous voulez retirer l'élément du haut, c'est la méthode pop, qui permet d'ailleurs de récupérer l'élément qui a été retiré. Si vous voulez accéder à l'élément qui est le plus en haut, qui est au sommet de la pile, c'est pick. Alors pas pile, mais pick. D'accord, voilà. Et on retrouve les mêmes choses, on peut faire de la recherche, etc. etc. Bref, voilà. C'est pour ça qu'au niveau recherche, attention, même chose, comme c'est une structure comme linked list sans accès direct, il y aura un parcours qui sera effectué pour faire la recherche. Donc, c'est pas forcément le top pour de la lecture, encore une fois. Mais vous avez bien compris que pour la lecture, voilà, array list, vector, ok. Pour linked list et stack, faire beaucoup de lecture, c'est peut-être pas l'idéal. Et on l'utilise généralement pas pour ça de toute manière. Ici, on va faire ça. On va faire group.push. On va ajouter C1. On va faire la même chose pour C2, C3. Donc vous voyez, je change pas beaucoup de code à part ici. Bon, pour le coup, on n'a pas fait plus de add. On pourrait très bien, mais on fait un push, parce que ça fonctionne au niveau de la pile. À ce niveau-là. Et là, normalement, ça doit être bon. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, stack il ne connaît pas. Hop, et ça fonctionne. D'accord, très rapide, quelques petits remplacements. On travaille également avec un list itérator, aucun problème. Si je veux récupérer, pareil, le sommet, group.c pick. Je vous montre rapidement. Et voilà. Je rappelle qu'on récupère l'instance puisqu'on stocke, c'est une collection d'instances de 4, évidemment. Donc voilà. Donc à voir à ce niveau-là, mais on l'a bien. Alors j'aurais pu d'ailleurs faire un mais où pour que ça affiche directement. Oui, parce que à chaque fois, décidément. Bon, je préfère ça parce que je vais avoir un sommet. J'aurais pas dû mettre de système println dans la méthode, ça aurait évité quelques... Voilà, mais vous voyez que c'est bien. Poppy, ok, tout va bien, pas de problème. Voilà, c'est ça. Donc vous voyez, pour reprendre l'exemple, vous voyez, on ajoute tout doux en premier, push C1, donc c'est celui qui va se retrouver en bas. Ensuite c'est bien pilou, d'accord, qui est le deuxième. Et du coup c'est bien Poppy qui est au sommet de la pile. Donc c'est normal que quand on fait l'appel à pick, c'est bien Poppy qui nous est retourné, puisque c'est lui qui est au sommet de notre pile, de notre stack. Donc c'est parfaitement logique, tout fonctionne à ce niveau-là. Voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à voir? Bon, on peut vérifier aussi si une pile est vide avec empty, mais c'est des méthodes de façon disponibles dans pas mal d'autres cas, donc on peut vérifier ça. Alors de manière générale, c'est isEmpty, notamment pour vérifier si une collection est vide ou non. Et c'est vrai que pour les piles, on a la méthode empty, simplement. Voilà, donc des fois vous avez des petites choses comme ça en doublon, selon les cas, et selon oui, évidemment ce qui est réutilisé ou pas. Parce que je rappelle que stack, c'est une classe spécialisée de vector. D'accord? Donc ça, c'est important de le savoir. Voilà, ce qui permet d'ailleurs pour vous de retenir qu'elles sont toutes les deux en environnement multithread. D'accord? Puisque l'une est spéciale à la spécialisée de l'autre. Ok, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. On a abordé donc ces 4 classes de, je rappelle, de l'interface list, qui implémente l'interface list. Je vous ai donné chaque spécificité qui me semblait intéressante pour chacune. Je vous ai montré, je n'étais pas forcément prévu, mais finalement on a vu du code sur les 4. Donc j'avais pas forcément prévu de montrer du code pour les 4 classes, mais on l'a fait. Donc ça aura fait une vidéo un peu longue, mais de toute façon, comme c'est une vidéo, vous pouvez la mettre en pause, la regarder en plusieurs fois sur toute la semaine si vous voulez, c'est pas un problème. C'est sur YouTube, ça va pas disparaître. Donc tout va bien.
On a vu les itérateurs, on a vu, oui c'est ça, on a vu les itérateurs, on a vu les différents ajouts, etc. On a parlé vite fait de tout ce qui est tri, mais pas trop, parce que comme je vous ai dit, il y aura une vidéo spécifique là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le tri, tout ce qui est comparaison de données en Java. Et voilà, je pense que j'ai abordé tout ce que je voulais, en tout cas pour ces 4 classes. Donc vous voyez, une vidéo, 4 classes. Évidemment, si vous avez compris, pour la prochaine séance, nous aborderons une autre interface avec d'autres classes qui implémentent cette interface, pour vous voyez un petit peu comment on peut travailler avec elles. J'irai sûrement un petit peu plus vite forcément pour les prochaines collections, parce que là c'est la première fois pour beaucoup que vous les voyez, donc c'était bien de prendre le temps un petit peu de les aborder avec vous. Mais pour les autres, bien sûr, tout ce qui est ajout d'éléments, itérateur, tout ça, on ira beaucoup plus vite, ce sera plus nouveau, donc on pourra se permettre d'aller un petit peu plus vite au niveau des explications. S'il y a des questions, n'hésitez pas, parce que je pense qu'il y en aura, parce que c'est pas, voilà, pour certains, bon, ça va peut-être sembler tout évident, pour d'autres, ça va peut-être être un petit peu la grande confusion autour de cette vidéo. Donc s'il y a des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir là-dessus. Ça fait une grosse séance à digérer, donc n'hésitez pas encore une fois à vous entraîner à faire du code, faire vos petits programmes. Là en plus vous avez beaucoup de classes que vous allez pouvoir manipuler, avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent sur le cours Java. Vous avez vu énormément de choses, donc vous avez moyen d'utiliser tout un tas de données, de types de données, de classes différentes de Java, faire des gestions d'exceptions, etc., des listes, bref, vous avez plein de manipulations possibles à faire, plein d'exemples de programmes pour vous exercer, donc n'hésitez pas bien sûr pour vous entraîner, comprendre un peu ce que vous faites, et si vous bloquez sur quelque chose, vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je vous dis à bientôt pour la prochaine séance, où on abordera une autre interface, et on continuera un petit peu sur ces collections en Java. Ciao tout le monde.